Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'America à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 126e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 11 juillet, il est exactement 11h05 et nous allons revenir aujourd'hui sur une épreuve qui s'est terminée dimanche, le Tour de Bretagne à la voile, à laquelle participaient 26 duos cette année. Nos 3 invités étaient de la partie, les 2 premiers ont terminé sur les 2 premières marches du podium. Honneur au vainqueur Guillaume Pirouel qui était accompagné à bord de Région Normandie par Alexis Loison. Salut Guillaume qui est du côté de Lorient. Salut Guillaume. Salut Axel. Sur la 2e marche du podium, on trouve Basile Bourgnon, skipper d'Edenred, avec Corentin Aurault à ses côtés sur ce Tour de Bretagne. Basile qui est chez lui du côté de Saint-Philibert. Salut Basile. Tout à fait. Salut Axel. Notre 3e invité, accompagné quant à lui Gaston Morvan sur Région Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne Performance. Il s'agit d'Éric Perron qui est chez lui dans le pays Bigoudin. Salut Éric. Salut tout le monde. Messieurs, avant de vous donner la parole et de revenir sur ce Tour de Bretagne, un bref retour sur cette édition 2023 d'une épreuve qui est devenue une vraie classique du calendrier de la classe Figaro-Beneteau. Tous les 2 ans. 7 courses étaient au programme cette année, dont 3 étapes. La première entre Saint-Quay-Portrieux et Brest a été remportée par Romain Le Gall et Julien Pulvé sur Centre Excellence Voile Secours Populaire. La seconde entre Brest et Lorient a vu la victoire du duo de skippers massifs Loïs Béréard et Charlotte Yvain. La 3e de Lorient à Quiberon avec la victoire de Gaston Morvan et d'Éric Perron qui est notre invité sur Bretagne CMB Performance. Au classement général final, la victoire revient à Région Normandie, qui a gagné une manche. Devant Edenred, avec Basile Bourgnon et Corentin Aurault. Skipper massif complète le podium devant Yacht Club de Saint-Lunaire. Et 5e, j'ai Centre Excellence Voile Secours Populaire. Quant à Région Bretagne CNB Performance avec Gaston Morvan et Éric Perron, il finit 10e en ayant remporté les 2 dernières manches. Éric, on va justement commencer par toi. Tu connais la classe Figaro depuis longtemps, ce circuit que tu as côtoyé de nombreuses années, que tu côtoies encore. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que représente ce Tour de Bretagne ? C'est vraiment un rendez-vous qui a l'air très, très apprécié des marins. Ouais, déjà c'est un terrain de jeu formidable qu'on connaît, hein, la Bretagne, avec les renverses de courant, des caps à toutes les pointes, enfin des changements de vent, voilà. Donc c'est un terrain de jeu formidable pour les régatiers et les navigateurs au large parce que ça mélange un peu les parcours côtiers et puis à la fois de la pure régate. C'est apprécié parce que c'est en double, donc c'est aussi l'occasion de mélanger les équipages, les profils, c'est souvent 2 skippers figaristes qui se mettent ensemble justement pour échanger, progresser ensemble, et puis des fois il y en a d'autres qui vont chercher un peu d'expérience ailleurs sur des anciens skippers figaristes ou même des skippers d'autres horizons, et puis c'est vraiment des moments de partage super pour
justement pour progresser quoi. Et ce qu'on aime aussi sur ce Tour de Bretagne, c'est que c'est vraiment le meilleur niveau qu'on puisse trouver. C'est des gens très aiguisés dans tous les sens. C'est c'est vraiment plaisant de ce côté-là. Donc voilà mon point de vue sur le Tour de Bretagne. Basile et Guillaume, c'était votre deuxième participation à ce Tour de Bretagne. On va commencer par toi, Guillaume. Toi, qu'est-ce que tu viens rechercher, qu'est-ce que tu viens chercher sur une épreuve comme ça? Bah déjà c'est une épreuve qui est au championnat de France, donc moi avec le projet Normandie, je fais tout le championnat de France, donc l'idée c'est de venir chercher un résultat. Après la première année quand je l'ai fait avec Alexis en 2021, c'était un peu la découverte pour moi cette épreuve, mais c'est vrai que comme l'a dit Eric, c'est une épreuve qui est super intéressante, qui allie les les différents jeux de la régate qu'on peut trouver en Figaro, que ce soit l'inshore ou un peu plus offshore. Cette année, on a eu une double traversée de la Manche. Et voilà, ça permet de naviguer en double avec des gens expérimentés, donc continuer à apprendre sur ce bateau et sur les formats de course qu'on retrouve en Figaro. Donc voilà, c'est une épreuve qui est super intéressante où il y a de très bons équipages et pour la deuxième fois, à chaque fois je me dis c'est vraiment pas une épreuve simple à gagner parce que tous les jours on remet le couvert et on repart sur une nouvelle course et il faut performer et à la fin c'est celui qui a fait ceux qui ont fait le moins d'erreurs qui sont devant quoi. Donc faut réussir à tenir sur une dizaine de jours et ça me rappelle un peu le format Tour Voile ou Tour de France qu'il y avait avant quoi. Ouais, ouais. Tu as fait le choix comme co-skipper d'Alexis. C'est un choix qui s'est imposé ou tu avais d'autres options? Non, j'avais le choix. Après, je me suis pas posé 36 000 questions. J'avais envie de le refaire avec Alexis. En 2021, ça s'était bien passé, mais on jouait la troisième place le dernier jour et ça avait un peu moins bien marché, donc on termine cinquième. Après, les deux dernières années, moi j'ai continué à travailler avec Alexis, notamment sur les voiles, avec Technique Voile. Et voilà, j'avais envie de refaire une course avec lui. Ça s'était pas fait l'année dernière parce que il était allé naviguer avec d'autres personnes sur les régates en double en Figaro. Donc assez naturellement, dès le début de l'année, je lui avais proposé de faire le Tour de Bretagne. Et voilà, il était motivé aussi, donc ça s'est fait naturellement. Bon, on rappelle que Alexis Loison est l'ancien skipper de Région Normandie à qui tu as succédé à la barre de ce bateau. Basile, toi, pas de Violette d'Orange avec qui tu as fait la Transat Paprec cette année, mais un marin assez expérimenté en Figaro, Corentin Auro. Pourquoi le choix de Corentin? Et en fait, le choix il s'est fait assez tardivement parce que je me suis pas bien organisé dans mon choix des équipiers. Mais Corentin, on a bossé tout l'hiver, que ce soit à Nantes ou à Pornichet en match racing. En fait, c'est lui qui a eu l'idée de nous emmener avec Gaston en match racing pour faire un peu autre chose que du Figaro tout l'hiver où on a l'habitude d'être à Port-la-Forêt et de faire un stage une semaine sur deux et tout ça. Donc on a changé un peu d'air, changé un peu de support. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Et comme le disaient Guillaume et Eric, le Tour de Bretagne, c'est de la course au large et c'est aussi de l'inshore, c'est savoir prendre des super départs, c'est savoir réfléchir tactiquement au-delà de stratégiquement. Et ça, Corentin a été le meilleur dans ce domaine. C'était le meilleur équipier pour ce type de course. Eric, toi, donc association avec Gaston Morvan sur Région Bretagne CMB Performance, comment s'est fait cette association? Très tard. Je crois que Gaston avait prévu quelqu'un d'autre et malheureusement ça s'est pas fait. Donc j'étais le candidat de ce cours. Moi-même j'avais pas vraiment choisi de faire cette course parce que j'étais pas disponible. J'avais un autre programme encore très tard et puis au final quand Gaston m'a rappelé juste avant la Transat Paprec en double là, évidemment je lui dis bah ok ça marche pour moi, ce sera avec plaisir. Sachant qu'en fait, avec Gaston, on a déjà bossé un petit peu l'année dernière sur mon Ocean 50. Et il a participé aussi à la cellule routage pendant la route du Rhum. Donc j'avais appris à le connaître, on s'était appris à se connaître et euh, je trouvais que ça collait bien, que ça matchait. Donc comme je savais qu'il maîtrisait très clairement le sujet
Figaro, je me suis dit, bah chouette, on va faire une belle régate. Et malheureusement, je dirais que on a mis un peu de temps à s'y mettre. Le Figaro, ça fait quand même 2 ans que j'en avais pas fait. Bon, voilà, c'est quand même face à la concurrence, il a fallu faire démarrer le diesel. Bon, ben justement, on va revenir un petit peu en détail sur cette édition 2023 du Tour de Bretagne, avec une première course en baie de Saint-Brieuc remportée par Skipper Massif. Derrière, il y a eu une première étape la plus longue de ce tour avec 280 000, qui a été assez animée, hein, avec pas mal de rebondissements. Basile, vous avez mené avec Corentin une grande partie de cette étape. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Et ben, c'était une chouette étape. On a été, allez, je dirais 70% du temps en tête de la flotte. C'était stratégiquement pas hyper ouvert, mais mine de rien, il y a eu quand même des options qui se sont jouées assez tôt, notamment dès qu'on a quitté la Bretagne, avant la Transmanche. Et en fait, les écarts se sont faits ici à l'arrivée en Angleterre. Et nous, on s'est retrouvés meneurs de ce petit paquet. Alors moi, c'est un peu nouveau de mener la flotte, puisque l'année d'apprentissage c'est fini. Maintenant, il faut performer. Et avec Corentin qui a réussi à faire aussi bien marcher le bateau. C'était un peu les rôles qu'on avait ensemble, c'était ça. C'était lui, il faisait marcher le bateau à la barre, et puis moi, stratégiquement, j'apprenais plein de trucs et je prenais des décisions. Et notre duo fonctionnait parfaitement là-dessus, et on a mené la course une bonne partie du temps, jusqu'à ce qu'il y ait cette grande mistoufle, ce grand moment sans vent, juste avant la chaussée de Saint, donc qui est juste avant la ligne d'arrivée. Donc quand on croit qu'on est arrivé, c'est pas le cas. La preuve, et puis voilà, on arrive quand même à se battre pour finir une belle 4e place, ce qui n'était pas le cas. On se voyait 20e à un moment donné, et là on l'aurait mal vécu. Ouais, donc pas de regrets, il n'y avait pas de regrets, finalement vous en sortez plutôt, même Ouais. si vous avez mené une bonne partie de l'étape, vous étiez plutôt content à l'arrivée? Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. On a bien navigué, on a été décisionnaire, meneur de flotte. Et puis après, les choses ont décidé autrement. Mais c'est comme ça, c'est le bateau. On peut pas choisir tout ce qu'on veut. Guillaume, vous de votre côté avec Alexis, vous entamez bien ce Tour de Bretagne avec une bonne 2e place. Quel était le bilan à l'arrivée à Brest? Et le bilan à l'arrivée il était très bon parce que on avait pris un bon départ sur cette étape, mais on s'est un peu enflammé sur la stratégie en quittant les côtes françaises. Là, on a vu des flèches de courant intéressantes à la côte, comme Gaston et Eric, je crois. Et du coup, on a voulu faire un petit contre-bord avant de traverser la Manche. Et il s'est avéré que c'était une erreur stratégique parce que finalement, par rapport à l'allongement que les autres avaient fait sur la route directe, on n'a jamais comblé ce contre-bord qu'on a fait. Et voilà, on y avait bien réfléchi au départ, et pour nous, ça semblait être la bonne option, mais comme quoi, on apprend toujours, et c'est jamais des choix simples à faire. Et ouais, c'était un bon apprentissage ça, parce que du coup, on passe pas très bien un deep là sur les côtes anglaises. On doit passer, je sais pas, peut-être 13, 15e. Et puis sur la 2e traversée de Manche, là, on commence à se refaire pas mal, à revenir un peu au contact du groupe de bateaux devant. Et puis là, on a bien exploité la fin de la course à partir de Ouessant, là où on est passé dans le passage du Fromveur déjà. Là, on s'est bien refait. Et après, quand le vent est tombé complètement à la chaussée de Saint, là, il fallait être un peu plus opportuniste, et on va dire que ça nous a bien réussi. Donc c'était plutôt un bon résultat, même si c'était pas fait jusqu'à la fin, parce que encore en arrivant dans le goulet de Brest, là, c'était très très mou le vent, et il n'est pas évident de maîtriser les attaques de nos adversaires derrière. Donc voilà, mais c'était une course très intéressante malgré tout. Au début, on est parti un peu en se disant mince, ça va être de bord tout droit, la traversée de la Manche, ça va pas être très intéressant. Et finalement, on a vu plein de choses. Donc voilà, en Figaro, c'est toujours très instructif. Eric, de votre côté, vous achevez cette première étape de liaison à la 12e place. Quel était un peu l'état d'esprit en arrivant à Brest?
Déçu parce que on s'est rendu compte qu'on avait fait quand même, on avait lâché nos coups bien trop fort. Il faut revenir en arrière. Dès la première bouée, on est, comme l'a dit Guillaume, en fait, on est juste à quelques mètres derrière Edenred, donc Basile et Corentin. Et en fait, clairement, on n'avait qu'une chose à faire, c'était attendre. Et en fait, on a tenté cette option avec des courants plus favorables juste avant de traverser la Manche. Et de la même manière que Guillaume et Alexis, on a, comment on dit, pris cher. Donc on s'est retrouvé 15e, je sais plus combien, à Hans Deep, voilà. Et puis après il fallait remonter, donc on a encore lâché des coups pour essayer de remonter, mais en fait, on s'y est mal pris. Et là, ça a fait un petit électrochoc, je dirais, dans l'équipage. On a dit, oula, là, on part sur des stratégies quand même un peu, comment dire, un peu osées et peut-être pas adaptées à la philosophie de la flotte et la philosophie de la régate du Tour de Bretagne. Donc là, on a travaillé un peu en profondeur pour changer nos méthodes et tranquillement, les résultats sont venus. Bon, vous êtes revenu un petit peu aux fondamentaux du Figaro, quoi. Je dirais pas du Figaro, mais de la régate. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on a l'habitude de faire des régates en temps, quelque part, qui sont comptabilisées au temps sur la solitaire. C'est pas vraiment la même méthode que quand tu joues la place au point. C'est-à-dire que des fois, tu es à 0,2 milles derrière, il y a 4 bateaux devant toi, et tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai une minute dans mon chrono, quoi. Sauf que là, 4 bateaux, c'est 4 points, quoi. Et s'il y a des coefficients, ça peut être 12 points, notamment sur la régate, etc. Et ça, on l'avait pas vraiment intégré, donc on était plutôt dans un mode à lâcher le coup, à prendre pour la stratégie, mais clairement, on n'était pas. Il a fallu recentrer nos préoccupations et voilà. Donc c'était très bien. Sur l'étape d'après, d'ailleurs, on pourra en parler, mais au dernier moment, on a lâché nos coups et ça a été catastrophique. Bon, Donc justement, on va parler de cette étape suivante, là. Donc, la troisième manche, un parcours en rade de Brest a été remporté par Arthur Hubert et Pierre Quiroga sur monatouenergie.fr devant Edenred. Ensuite, vous avez eu une étape vers Lorient qui a dû être raccourcie d'une trentaine de milles avec une arrivée qui a été jugée au Glénan. Basile, vous terminez 4e, Région Normandie 9e et justement, Eric, tu le disais, 16e. Basile, là, à ce moment-là, vous êtes 4e. C'est encore une fois, vous installez bien dans le peloton de tête du général. Quel était un peu l'état d'esprit en arrivant à Lorient? Et honnêtement, je crois que c'était la course la plus dure pour les nerfs parce que on arrive à la deuxième moitié du Tour de Bretagne, donc on a déjà bien enchaîné avant. Et puis on avait envie de bien faire. On avait fait une manche de deuxième, une manche de 4, une manche de 2. On voulait pas faire moins bien évidemment et on voulait pas prendre de jetons. On voulait pas prendre beaucoup de points, surtout sur un coefficient 2. Et en fait, on s'en est bien sorti dès le début. Et puis on était dans le groupe de tête avec une option après le RAD 5 qui nous a mis bien devant. Et puis la météo est escalée et pas toujours ce qu'on veut. Et elle a fait que derrière, les petits copains sont revenus et arrivés à Pinmar, donc à l'endroit où une porte virtuelle a été placée pour faire un pointage si jamais la course devait être avortée. On aurait eu un classement. Et à cet endroit-là, moi, j'ai pris la décision d'aller à terre. Donc j'ai tranché sur Corentin, j'ai dit écoute, moi je vais aller à terre, je vais aller chercher le courant en premier, je sais que le vent va tomber. Et quand il n'y a plus de vent, on privilégie le courant. Et c'était un peu mon idée. Mais le problème, c'est que pendant 2 bonnes heures, nous on avait plus de vent et les copains au-dessus en avaient et on les voyait qui nous écrasaient et puis on commençait à compter les bateaux et ça faisait vite 20 bateaux, donc 40 points et là c'était pas concevable. Donc c'est sans te mentir que l'ambiance à bord était un peu tendue, mais heureusement on a eu une Et t'en as voulu là sur l'instant, Corentin? Pas du tout, pas du tout. Alors Non. c'est le grand avantage de courir avec Corentin, c'est que il fait énormément confiance et voilà, il part
sur le principe que c'est l'équipage et que les choix, même s'ils sont faits par une personne, ils sont assumés à deux. Et donc il m'en a pas du tout voulu. Et au final, ça s'est bien terminé pour nous, puisqu'à 3000 des Glénans, les tendances se sont inversées, et ceux qui étaient au vent et qui avançaient plus vite que nous depuis 2 heures se sont complètement arrêtés. Et nous, l'option du courant avec nous, elle nous a fortement aidé pour les derniers 1000. Et on coupe cette ligne d'arrivée en 4e position. Alors troisième. En fait, c'est 3e position parce que Oui. le 3e n'avait pas passé la porte virtuelle obligatoire. Mais on coupe cette ligne en 4e position. Et là, je t'explique pas le cri de joie de pas s'être pris toute la flotte sur le sur la tronche. On était vraiment contents et au milieu du Tour de Bretagne, c'était important de pas se prendre des pions et d'être mentalement encore dedans. D'autant que vous passez en tête au général à ce moment-là, c'est ça? Ouais, exactement. C'est vrai qu'on arrive proche de la maison, en tête du général, et avec pas mal de points d'avance. Et bon, on verra avec la suite que l'avance fond comme neige au soleil. Mais voilà, on arrive content à Lorient. Guillaume, vous, c'est votre entre la 13e place sur la Manche à Brest et 9e place vous avez coupé la ligne en 9e position sur cette étape. C'était peut-être le moment où vous avez été le plus dans le dur de ce Tour de Bretagne. Raconte-moi comment vous avez vécu un peu cette étape qui a été compliquée pour les nerfs, comme le disait Basile. Et nous, c'était plutôt l'inverse à l'arrivée, c'est que nous, on était dégoûtés par ces 2 derniers milles de course. Parce que juste avant, on était en train de faire la super opération à terminer devant tous nos concurrents directs sur un coef 2, donc assez important. Et finalement, on se retrouve à perdre des points sur tous nos concurrents directs, qui étaient Massif, Edenred. Donc après les 4 heures de moteur pour rallier Lorient, c'était pas la joie, mais mais je pense que ça nous a remis aussi sur les rails pour le lendemain. Euh, mais ouais, c'était une étape vraiment compliquée avec une baie d'Audierne où, comme d'habitude, il se passe toujours des trucs assez invraisemblables. Là, il y avait vraiment une transition de vent nette en baie d'Audierne entre les bateaux qui allaient au large et les bateaux qui visaient un peu plus le bord rapprochant, et c'était assez impressionnant à voir en vrai. Et puis après, il y a eu un regroupement à Pinmar, et là, ça a commencé à partir un peu dans tous les sens. Mais ouais, c'était une étape vraiment pas simple. Et bon, avec le recul, 8e, c'est un peu la position qu'on occupait depuis le début de la course. Mais c'est vrai qu'à 2000 de l'arrivée, on était plutôt dans les 3 premiers. Et on était vraiment bien revenus sur la fin de la course. Et malheureusement, parfois, ça se joue vraiment. On voit la ligne d'arrivée, elle est juste là, et c'est vraiment jamais fini, quoi. Donc tant qu'on n'a pas coupé la ligne d'arrivée, c'est jamais fini en Figaro et en course au large en général, j'ai l'impression. Bon, Eric, de votre côté, vous vouliez lâcher les coups avec Gaston. Vous terminez 16e de cette étape. J'imagine que comme 22e, pardon, de cette étape, j'imagine que comme à bord de Région Normandie, le convoyage au moteur entre les Glénans et Lorient a pas dû être très très rigolo. Écoute, bizarrement, ça allait. En fait, on était en groupe de tête une grande partie de cette étape. Et effectivement, quand on est près des cailloux, quand on voit que ça molle, qu'on est à moins de 1005 de l'arrivée, moi je me sens un peu persuadé que à l'intérieur des cailloux, on aura moins de courant, donc enfin, un peu plus de vent pour porter nos voiles, et donc le bénéfice sera meilleur. C'est le cas, donc on part sur cette option. On voit que ça défile sous notre vent, on se dit bah chouette, là on est en train de faire un super coup. Et en fait, la question se pose à bord, c'est est-ce que ça y est, on a gagné suffisamment, on se remet devant nos concurrents directs, ou on pousse un peu, au caillou suivant pour tourner vers la ligne de départ. Il reste 1005 de course, tout le monde va entre 0,2 nœuds et 3 nœuds de vitesse, tu vois. Et nous, on est à 6 nœuds, donc on se dit, bah, on continue 100 mètres, ça va le faire. On continue, et là, catastrophe, on est dans un rideau, et à ce moment-là, bah,
pour le coup, on a vraiment plus de vent et le courant amène tranquillement la flotte vers la ligne d'arrivée. Et nous, le problème, c'est qu'on est légèrement sortant de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la passer. Et donc en l'espace de 5 minutes, ça vire au cauchemar. On pouvait spotter une place dans les 5 premiers, et au final, on fait 22e en revenant sous spi tant bien que mal sur la ligne d'arrivée, alors que tout le monde avait passé. Et donc là, c'est sûr que ça fait mal au derrière. Euh, mais en fait, c'était assumé. On avait dit, bah non, on continue cette petite option. On avait le choix, on l'avait identifié, voilà. Puis on était droit dans le basket. On a voulu jouer. Donc non, le convoyage retour, c'est un peu pénible parce qu'effectivement 4 heures de moteur ou je sais plus combien d'heures de moteur on a fait, c'est pénible, mais surtout à cette heure-là. Mais bon, c'était vite oublié et justement c'était une deuxième fois l'électrochoc qu'il fallait pour que on se mette bien dans le crâne que c'est pas comme ça qu'on naviguait, enfin qu'il fallait pas naviguer comme ça sur le Tour de Bretagne. Bon, on va justement parler de la fin. Le lendemain, c'est vendredi dernier, Guillaume, vous remportez la manche de Lorient. Eric et Gaston, vous terminez 6e. Basile et Corentin, 17e. Guillaume, vous revenez du coup à un point, je crois, au classement général, juste derrière Edenred. Est-ce que quelque part, c'est le tournant de ce Tour de Bretagne, cette manche de Lorient? Bah, c'est vrai que là, ils avaient, je sais pas, une quinzaine de points d'avance du coup après la mauvaise opération de l'arrivée au Glénan. Et du coup, enfin, 15 points, ça commence à faire, quoi. Et on s'est presque pu y croire finalement. Mais voilà, c'est la spécificité aussi de ce Tour de Bretagne, c'est que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, parce que bah, comme on remet ça tous les jours, bah, tous les jours il se passe des nouvelles choses. Et voilà, personne n'est à l'abri de prendre des points, et ça s'est vu dès le lendemain à Lorient, où encore une manche dans des petits airs, et là on pète le départ, et à l'inverse, Edenred qui partent à côté de nous partent un peu moins bien, et du coup se retrouvent un peu plus dans la flotte. Donc et là bah tout de suite quand on se retrouve nous en tête de flotte, c'est un peu plus facile de faire sa stratégie, de faire sa route, et de garder cette position devant. Donc voilà, ça s'est super bien passé pour nous à Lorient, et coup de chance pour nous, un petit peu moins bien pour Basile et Corentin, et du coup ça nous permet de revenir à leur contact, et d'attaquer la suite en position de chasseur. Basile, à ce moment-là, vous avez l'impression d'avoir grillé un joker? Alors, il y a eu deux façons de voir les choses. Euh, Nous, on l'a vu de la façon suivante, c'est que on s'est dit qu'on avait super bien bossé depuis le début du Tour de Bretagne pour se permettre une journée noire. Et c'est comme ça qu'on l'a vu avec Corentin. Et bon, on n'était pas. C'est toujours difficile de perdre un matelas d'avance qui est de 15 points, qui est énorme sur un Tour de Bretagne. Euh, mais voilà, on était toujours en tête du général. La compétition était relancée, et au contraire, ça nous permettait de se remettre dedans, de recommencer à travailler fort comme on avait fait jusqu'au début, depuis le début. Mais on était loin d'être abattus, au contraire. Et bon, la manche suivante nous a pas aidé non plus, mais comme quoi rien n'est fini. Comme quoi rien n'est fini. Et le moral a beau être mauvais la veille, comme avait pu avoir Guillaume et Alexis, et ce que je peux comprendre sur une étape de coefficient 2, quand on fait un résultat qui est pas celui attendu, et le lendemain tout peut changer. Donc comme quoi rien lâcher des fois. Ouais, justement sur cette étape ensuite, on va rester avec toi Basile sur l'étape vers Quiberon. Vous terminez 15e. Est-ce que là par contre la déception est plus importante? Est-ce que ça fait deux journées, pas c'est 15e, c'est pas une journée noire, mais par rapport à vos objectifs, c'était sans doute en deçà de ce que vous visiez. Comment vous avez vécu cette arrivée à Quiberon? Et bah là la double peine était inconsolable. On arrive à la maison en plus. On avait envie de bien faire. Et on n'avait pas trop mal commencé la course. On était juste à côté de Guillaume et Alexis, hein, qui nous marquait gentiment. On les adore, hein, mais
On était vraiment proches et puis on s'est dit, faut qu'on fasse un peu différemment et on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû s'enflammer, on aurait dû conserver le contact avec Guillaume et Alexis et puis on a fait des fautes et on est arrivé 15e à la maison et ce serait te mentir de te dire que là on est arrivé en se disant que c'était pas grave. Nos proches ont pas dû apprécier la soirée avec nous. C'était pas génial. Mais au contraire, écoute, le soir avant de se coucher avec Corentin, on s'est dit écoute, bon, demain c'est la dernière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui a marché avant, qui pourrait nous aider? Parce qu'on était pas loin d'être au fond du gouffre. On était retourné à la 3e place, arrivé à Quiberon. Et on s'est dit, bah écoute, à Saint-Quay-Portrieux, on arrivait sur le ponton, on mettait de la musique dans le bateau, on se prenait pas la tête. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a eu une super journée derrière où on a pu récupérer la 2e place au général et on en était très contents. Bon, on va reparler de cette dernière journée. Eric, de votre côté, avec Gaston, ça y est, la victoire, en tout cas la grosse manche espérée arrive, puisque vous gagnez cette étape entre Lorient et Quiberon. J'imagine, grosse satisfaction. Raconte-nous comment ça s'est passé à bord sur cette étape. Oui, effectivement, une satisfaction. Après, faut minimiser le truc. C'est qu'on la gagne, effectivement, mais on la gagne de quelques mètres devant Région Normandie, qui avait très bien navigué aussi. Je pense que effectivement on avait le projet stratégique, on a minimisé notre projet stratégique pour ne pas justement s'écarter de la flotte. On a essayé de naviguer un peu intelligemment et puis finalement oui, ça a souri. J'ai envie de dire que ça a souri pour une fois de la manière que ça aurait dû sourire avant. Mais bon voilà, on est très content globalement il n'y a pas beaucoup de fautes sur cette épreuve, sur cette manche. Le hasard fait que on double Région Normandie sur le dernier bord avant la réduction du parcours parce que bon là ça se joue à quelques mètres au plus près des cailloux. Je pense que c'était quelque part une opportunité qu'il fallait saisir. Voilà, on a coupé au plus court de quelques mètres par rapport à Région et puis voilà, ça nous sourit. Mais bon, c'était enfin effectivement la mise en application de ce travail qu'on avait lancé. Voilà, ça fait une bonne note pour finir et c'était ce qu'on attendait quoi. Et puis pour valider ce travail et donc ça fait forcément un peu de bien et ça confirme qu'on n'était pas à la ramasse quoi. Guillaume, vous terminez deuxième de cette étape à Quiberon, ce qui vous permet donc de prendre la tête au général. Vous comptez, avant la dernière manche, le lendemain à Quiberon, vous comptez 7 points d'avance sur Skipper Massif et 12 sur Edenred. Quelle est un peu la stratégie sur cette dernière manche à Quiberon? C'est vraiment du marquage. Là, vous dites que vous allez marquer Skipper Massif. Quel était un peu le mot d'ordre au matin de cette ultime manche? Ouais, 7 points c'est bien, mais on aimerait toujours en avoir plus. Donc voilà, on s'est dit qu'on voulait pas les laisser filer, quoi. Donc on a bien préparé notre manche, mais on regardait aussi où ils étaient, où étaient aussi Basile et Corentin, parce que il y avait 12 points, mais 12 points on l'a vu, hein, en une journée ça se fait. Surtout dans les conditions qu'il y avait le dernier jour où c'était encore bien complexe sur l'eau. Donc ouais, on a un peu marqué à la culotte, notamment Loïs et Charlotte, mais ce qui a bien fonctionné. Et finalement, on fait toute la manche pas trop loin d'eux et on termine un peu devant et pas trop loin derrière Basile et Corentin. Mais je pense qu'on a bien fait parce que c'est un peu parti dans tous les sens encore sur cette manche en baie de Quiberon. Et il y avait clairement moyen de finir 20e ou par là. Donc voilà, super content que ça se termine de cette manière et de gagner le Tour de Bretagne avec Alexis. Lui, c'était la 2e fois. C'est une super concrétisation et ça remet un peu sur les rails avant les dernières courses et notamment la solitaire. Tu avais remporté en début de saison le trophée BPGO, hein, je crois, avec Sophie Faguet. J'imagine que cette victoire sur une épreuve comme le Tour de Bretagne, qui a peut-être un peu plus de prestige, c'est ta plus belle en Figaro, hein, c'est ta 2e. Ouais, c'est clair que c'est une belle course à gagner. J'étais super content de la gagner. Il y a toujours des super duos et
et du gros niveau comme il y a 2 ans. Donc ça fait vraiment du bien après la Transat qui a été un peu plus compliquée pour moi. Ça me fait du bien au moral, quoi. Un peu compliqué, pourquoi? Tu termines quatrième, hein, c'est ça, de la Transat Paprec? C'était en deçà de tes objectifs? Bah oui, oui, clairement, avec Sophie, on partait en espérant pouvoir faire un podium et rivaliser avec les bateaux de devant. Et puis, bah, il s'est avéré qu'on a été un petit peu décroché, qu'on a été assez rapidement quatrième, qu'on n'a pas pu jouer le podium comme on l'aurait aimé. Donc, c'était un peu décevant à l'arrivée, même s'il y avait beaucoup d'apprentissage et voilà, que ça s'est très bien passé avec Sophie. On était tous les deux un peu déçus du résultat final. Basile, toi, sur cette ultime manche à Quiberon, vous terminez sixième et vous profitez de la manche ratée de Skipper Massif qui termine 14e pour leur souffler au dernier moment la deuxième place du général. J'imagine grosse satisfaction sur le ponton à l'arrivée. Bah ouais, comme je te le disais, on revenait d'une nuit pas facile, d'une matinée où on préparait le bateau un peu. On savait qu'on pouvait faire les choses, mais quand on sortait de 2 journées noires, c'était dur à encaisser. Heureusement, les proches étaient là et le moral était au beau fixe au moment du départ. Voilà, on reprend un départ, on arrive pas trop mal à la bouée de dégagement et puis là on fait notre route. C'était pas trop notre stratégie de marquer les concurrents qui étaient devant nous. Au contraire, nous on avait tout intérêt à faire différent pour gratter les points d'écart qu'il pouvait y avoir entre Massif et nous notamment. Et rien n'était impossible pour la première place non plus, comme le disait Guillaume. Donc on a fait un peu différent et je t'avouerai qu'on n'y a pas cru. À un moment donné, le sort s'acharne et la pétole s'oriente sur nous et les concurrents autour avancent vite. Et là le coup de gueule à bord était il était puissant. Si tout le monde nous a pas entendu, bah je sais pas comment ils ont fait, mais voilà. Et le vent est revenu et en fait on s'en est bien sorti et ils ont réduit le parcours parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de vent et on passe sixième avec suffisamment de points d'écart devant Massif pour repasser devant au classement général et on réduit avec Normandie. Mais c'était un beau trio. Un beau trio de bagarres, Normandie, Massif et Edenred, nous. Et on se serait bien battu jusqu'au bout, en tout cas. C'était une belle course. Cette deuxième place au classement général final, elle est conforme à ce que tu espérais en t'élançant de 5 quai? Ah bah, très honnêtement, moi aussi, c'est aussi ma deuxième année en Figaro. Accrocher un podium sur une course comme le Tour de Bretagne pour une deuxième année, c'est plus qu'espéré. Après, j'étais avec Corentin, qui est quand même un figariste qui commence à être un figariste aguerri et il m'a apporté plein de trucs. Et quand on a vu qu'on était capable de jouer devant, et ben on s'est dit que ouais, on le méritait ce podium. Eric, pour vous, ça se termine en apothéose, hein. Vous gagnez votre deuxième manche consécutive avec finalement une 10e place au classement général final. Quand tu regardes le tableau, qu'est-ce que tu te dis, le tableau final pour vous avec Gaston? Bah, voilà, de finir sur des bonnes notes comme ça, c'est toujours agréable. Je me dis, ben, on se sent un peu con, on se dit, mais en fait, on avait tout pour bien faire. Voilà, on a ce regret-là d'avoir lâché les 2, 3 premières courses là sur des idioties. Euh, voilà, on a le regret de ce dernier petit coup au Glénan parce que bon, on se dit même si on avait assuré une place de 10e, bah, c'était déjà 10 points en moins et voilà, le classement n'aurait été pas le même, etc., etc. Bon, c'est le genre de regret qu'on a toujours quand ça débute mal et que toutes les manches comptent. Mais après, on a quand même, moi en tout cas, une vraie satisfaction à avoir travaillé en profondeur des des éléments enfin, des méthodes pour réajuster justement sa façon de naviguer. Et ça, c'est un peu une vraie carte que je pense que Gaston aussi s'en souviendra. C'est de savoir jongler entre les différents types de navigation. C'est ça qui fait un peu bah, que les marins sont complets et qui peuvent réagir à toute situation.
Donc savoir switcher entre les méthodes, c'est quelque chose qui se travaille. Et là, bah, on était en plein dans l'exercice. Et du coup, je suis hyper satisfait de ça. C'est que bah, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai été souvent toute ma jeunesse quelqu'un qui prenait des options souvent, et du coup, bah, revenir en profondeur pour aller changer ça, c'est quelque chose d'appréciable et ça prend du temps. Donc là, voilà, je suis assez satisfait de ça. T'es devenu plus sage avec l'âge. Euh, ouais, sûrement, c'est plus sage et plus comment dire, je sais pas quel qualificatif trouver, mais non, c'est plus complet, quoi. Ouais. On sait faire, mais faut savoir débrancher certains fils là-haut, là, pour dire non, mais là, c'est pas la méthode qu'il faut utiliser, c'est une autre. Et jongler entre les deux, c'est ce qui fait que, bah, d'ailleurs, certains le font très bien. Bah, je pense notamment aux vainqueurs du Tour de Bretagne, Guillaume et Alexis. C'est des gens, enfin, que j'estime beaucoup parce qu'ils sont capables justement facilement de jongler entre les deux. Ils savent prendre une option, ils savent, à tout moment dire oula, cette option est intéressante, mais laissez-la de côté quelques minutes parce que nos adversaires sont là. Et ça, c'est ça la vraie force des champions. Et là, là, ils le prouvent bien. Et bien justement, on va enchaîner avec toi, Guillaume. Bah, tu seras, je crois, au départ la semaine prochaine, le 22 juillet, de la solo Guicoten, qui est la dernière répétition avant la solitaire. La solitaire qui est forcément ton objectif prioritaire de la saison. Tu avais mis la barre très haut l'année dernière en terminant deuxième au général et premier bisu. J'imagine que l'objectif c'est de faire aussi bien, voire mieux cette année, donc gagner. Quand tu regardes le plateau, je pense qu'on va sans doute, je pense que quand on fera notre article qui va gagner la solitaire du Figaro, il y en a quelques-uns qui te mettront sur la plus haute marge du podium. Est-ce que l'objectif c'est vraiment la victoire pour toi quand tu regardes le plateau, tu te dis qu'il y a vraiment une carte à jouer cette année? Bah, ce serait beau, ouais, c'est sûr. J'y pense. Après, c'est jamais fait d'avance. C'est la course la plus dure à gagner en Figaro, peut-être en course au large même. Hein, je sais pas, j'ai pas tout fait, mais c'était ma première l'année dernière. En tout cas, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé que c'était une course incroyable à faire. On apprend beaucoup de choses en navigation et aussi sur soi-même. Et j'avais pris beaucoup de plaisir. J'espère que je prendrai autant de plaisir cette année et puis que ça va marcher au classement. Mais bon, ça, voilà, il y a encore un beau plateau. Il y a Alexis qui revient. J'ai vu qu'il était encore très doué. Il y en a plein d'autres. Il y a voilà, Corentin qui est toujours là. Il y a Basile qui monte en puissance. Il y a Loïs, Charlotte, Gaston. Enfin, voilà, il y a du beau monde. Donc tous ces gens-là peuvent prétendre au podium. C'est jamais fait d'avance. Il se passe toujours des trucs qu'on n'imagine jamais en Figaro. Donc j'espère en tout cas que ce sera une belle course. Et voilà, de mon côté, j'ai fait ce que je pouvais cette année, je pense, pour m'y préparer au mieux. Et voilà, j'aborde cette fin de préparation dans les meilleures conditions après la victoire du Tour de Bretagne qui me remet un bon coup de boost. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être à Caen. C'est trop cool en plus de partir avec le Figaro Normandie de Caen. Ça, c'est une chance incroyable pour moi. Et voilà, j'ai essayé d'en profiter un maximum et on verra à la fin de la solitaire ce que ça donne. Mais ouais, j'aimerais beaucoup la gagner, c'est sûr. Bon, Basile, toi, deuxième solitaire également, hein, tu avais terminé 14e au général et deuxième bisu derrière Guillaume l'année dernière. J'imagine que toi aussi, alors Guillaume, les objectifs à la hausse, c'est compliqué parce qu'il a terminé deuxième. Toi, tu avais terminé 14e. J'imagine que toi aussi, tu as envie de faire mieux. T'imagines pas. Pour faire premier bisu, il aurait fallu que je gagne la solitaire du Figaro. Ouais. Donc, Parce que ouais, ce qui a très bien, le seul qui a fait ça est d'ailleurs ton papa ouais, il y a quelques années. Ouais. ouais, sur une arrivée dans la baie de Quiberon. Je pensais que ça allait réussir aussi, mais écoute, hein, je préfère garder les bons points pour la solitaire. Non, bah oui, j'ai senti cet hiver un beau progrès, que ce soit au Pôle Finistère course au large ou sur les courses d'avant-saison qui sont pas trop mal. J'en suis assez content. Avec une 6e place à la Maître Coq, 4e au Laura Verne. Et oui, forcément, bah, les concurrents, on commence à les connaître. On commence à voir la philosophie un peu de chacun.
Donc ceux qui prennent des options, ceux qui contrôlent, ceux qui vont vite, et puis moi je monte en puissance, j'apprends beaucoup de trucs, je m'entoure de gens qui ont beaucoup de connaissances, et Corentin m'a fait beaucoup de bien sur ces points-là et m'a apporté beaucoup de confiance. M'a calmé un petit peu. C'est vrai que sur la solitaire dernière, j'ai eu quelques coups, des options un peu osées qui auraient pu mal se terminer, mais qui se sont heureusement bien terminées. Mais c'est pas toujours comme ça, et des fois, faut réfléchir un peu plus loin que ça. Et Corentin m'a apporté plein de trucs là-dessus. Et oui, bah évidemment, mieux qu'un top 10, je vois on peut jouer devant. Alors, comme dit Guillaume, sur une solitaire, il peut se passer plein de trucs. Donc on s'enflamme pas, mais on peut jouer devant. Euh, sur des parcours que j'aime bien. Monter en Irlande, c'est toujours des endroits où il y a du courant, où on peut jouer. Et jouer, c'est ce que je préfère. Eric, tu connais bien la solitaire, hein, tu l'as couru 10 fois déjà, une victoire d'étape à Dieppe en 2019, je crois qu'un meilleur résultat, une 4e place au général. Quand tu regardes le plateau de cette édition, si tu devais mettre une pièce sur quelqu'un, tu miserais sur qui? Pas facile. Pas facile, parce qu'il y en a qui sont en train de débloquer, je pense. Enfin, le Tour de Bretagne, je pense, va faire, comment dire, va faire réfléchir certains. Ils vont assimiler ça sûrement pendant leurs vacances là jusqu'à la prochaine étape, enfin la prochaine épreuve qui est il me semble, le trophée Kikoten. Il y aura encore du travail sur la Kikoten. Donc en fait non, c'est pas fini. Je pense qu'on peut faire ça quelque part, on peut faire un bilan de mi-saison là, mais je crois qu'il y en a qui ont encore à bosser, et il y en a qui faut pas qu'ils s'endorment, je dirais. Donc pas facile de faire un pronostic, mais globalement, enfin comme ils l'ont dit avant, ils connaissent mieux leur flotte que moi. Enfin tous les noms qui sont sortis peuvent gagner, et on faut pas être à l'abri non plus de gens talentueux comme on a pu le voir qui sortent un coup d'état, un coup extraordinaire avec des heures et des heures d'avance. Je pense à Hugo Dallène, des gens comme ça qui sont tout jeunes dans la série et qui ont quand même la tête bien faite et qui pourraient bien inspirer, bousculer des options, enfin des résultats. Euh, voilà, non, je j'ai pas vraiment de pronostic. Globalement, les coureurs du pôle Finistère-Course-au-Large sont quand même hyper entraînés. C'est du haut niveau. Voilà, faut viser là-dedans, quoi. Basile, il n'y a pas de solo Guicoten au programme pour toi? Ah si, ouais, tout à fait. Bon, si, ça reste une Si, épreuve ouais. ça reste une épreuve du championnat de France. Et puis c'est une épreuve que j'aimerais terminer. Puisque l'année dernière, elle avait duré 2h30 pour moi. Je m'étais arrêté sur un caillou au Glénan. Donc non, ouais, Guy Cotten, absolument. Et on va la terminer, celle-là. Eric, toi, tu vas naviguer dès cette semaine. Tu seras à partir de jeudi au trophée des multicoques Bête Saint-Brieuc en Ocean 50, que tu as remis à l'eau il y a pas si longtemps ton Ocean 50 French Touch Oceans Club. Pourquoi ce retour en Ocean 50? On sait que tu as cherché beaucoup à trouver un budget pour disputer l'Arkea Ultime Challenge Brest en fin d'année sur l'ancien Mieux d'Arthur Levaillant. Le projet n'a pas pu aboutir. Non, pour le moment, je dis pour le moment parce qu'en Ouais. fait, il y a un dernier espoir qui va se faire cette semaine. Euh, ce projet-là, on n'a pas réussi. En fait, on avait le budget début d'hiver l'année dernière, puis au final, il y a eu des désistements. On a essayé de travailler pendant 6 mois pour remplacer ce désistement. Et au final, on n'y est pas au budget nécessaire pour faire ça correctement. Mais on n'est pas loin. Du coup, c'est pour ça que ça a attiré l'œil là récemment de quelques prospects. C'est la dernière chance. Je le vis correctement. C'est angoissant, mais c'est comme ça. C'est notre vie de skipper. Donc ça pourrait partir, mais comme je pourrais renoncer dès cette semaine. Et puis à ce moment-là, bon bah, et il y a un autre programme qui est tout à fait alléchant, hein, ce serait la Transat Jacques Vabre en Ocean 50, ce qui me plaît, hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est des super courses, c'est un super bateau.
Mais le Tour du monde en solitaire est quelque chose qui m'affectionne beaucoup que j'affectionne beaucoup, pardon, et qui est presque un projet de vie, quoi. Donc bon, voilà, il y a un petit tournoi à négocier prochainement. Et c'est quoi le budget idéal pour toi d'une année? Parce que finalement, ça va être un budget d'un an, hein, parce que la course Bah, part le 7 janvier 2024. ouais, là on fonctionne même plus pour une année. En gros, c'est un budget de maintenant à la fin du Tour du Monde. En gros, on cherche, c'est pas grand chose, on cherche 700 000 euros, ce qui pourrait être étalé sur 2 ans. Donc en fait, on cherche 350 000 euros par an. C'est presque le prix d'un classe 40, et avec ça, vous avez le naming du Tour du Monde. Donc c'est quand même assez fou qu'on n'y arrive pas, mais j'espère que ce dernier prospect va se rendre compte que c'est l'opportunité de la décennie. Bon, eh ben, avis aux amateurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à appeler Eric Perron. Eric, du coup, il y a au programme quand même, du coup, c'était sur le trophée des multicoques et Fastnet derrière. Ouais, Fastnet derrière. Du coup, là, nous, c'est top là, hein. Le mois de juillet pour moi, c'est tous les semaines ça régate. Surtout sur ces bateaux en équipage, c'est génial. Donc là, le trophée des multicoques à Baie de Saint-Brieuc, à partir de vendredi prochain, 3 jours de course en équipage, avec un système où on peut embarquer des VIP pendant les manches de régate. Donc là, c'est vraiment le meilleur moyen de partager notre sport. Et puis le Fastnet une semaine après, donc là que je participerai avec Laurent Bourg et un médiaman. Voilà. D'accord. Laurent, qui essaie justement lui aussi de monter un projet Ocean 50. Après, donc il y aura Transat Jacques Vabre ou non, selon que tu aies trouvé ou pas le budget pour le Tour du Monde. Est-ce que tu sais éventuellement avec qui tu courrais cette Jacques Vabre si jamais tu Oui. dois faire la Jacques Vabre en Ocean 50? Ouais, c'est déjà programmé. Malheureusement, on communiquera tout ça en septembre. Donc je peux pas spoiler l'annonce, désolé. L'annonce. Bon, eh ben on attendra le mois de septembre. Basile, je crois que toi, il y a aussi une Transat Jacques Vabre au programme en classe 40 avec Manu Leroc sous les couleurs d'Edenred, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. On remet les choses comme il y a 4 ans, sur un bateau plus Bon, récent. et avec un plan manuaire qui a été mis à l'eau l'an dernier, si je me trompe pas. Quels vont être un peu les objectifs avec Manu? C'est un plateau qui devient incroyable, le classe 40 aussi, hein. Nos anciens figaristes se sont bien orientés vers ces bateaux qui deviennent un vrai beau plateau. Je l'ai vu sur la Normandie Challenge Race que j'ai faite en rentrant de la Transat, et le niveau est incroyable encore une fois. Et les bateaux sont pratiquement maintenant tous des SCO, hein, des bateaux ronds. Donc ils vont tous à peu près à la même vitesse. Et il va falloir tirer son épingle du jeu parmi les meilleurs pour faire un top 5 sur cette Jacques Vabre. D'accord. Tu disais, hein, tu as fait Transat Paprec, donc début de saison en Figaro, la Transat Paprec, la Normandie Channel Race, là tu enchaînes Tour de Bretagne, Solitaire du Figaro, Solo Guy-Cotten, puis Transat Jacques Vabre en fin d'année. Bon, tu es très jeune, hein, tu as 21 ans, mais t'as pas peur de terminer l'année sur les rotules? Eh ben écoute, non, non. Alors, je suis encore en forme, encore en pleine forme, ravi d'attaquer cette Jacques Vabre pour euh, pour avoir un objectif plus de performance qu'il y a 4 ans sur un bateau plus récent. Et puis après, je te dirais ça après la Solitaire du Figaro, qui reste la course pour nous la plus exigeante du circuit et de l'année. Alors peut-être que je serai fatigué différemment. En tout cas, quand j'ai vu Pierre Quiroga il y a 2 ans arriver en Martinique et après avoir fait la Solitaire du Figaro et la Jacques Vabre, il était un peu sur les rotules, mais on n'y pense pas trop. Et puis on va essayer d'aborder cette Jacques Vabre de la meilleure manière possible pour faire un top 5, espérons.
Guillaume, on va terminer par toi. Toi, tu avais aussi disputé la Transat Jacques Vabre en classe 40 il y a 2 ans. Est-ce qu'elle est au programme de ta fin de saison cette année? Ouais, normalement c'est au programme avec Cédric Château. Donc équipage Havrais avec un bateau neuf qui doit sortir de chantier dans une dizaine de jours. Donc on a hâte de le voir à l'eau. Et voilà, on sera pas surentraîné, mais bon, très très content de retourner sur la Jacques Vabre avec un beau bateau neuf. Il y a 2 ans, ça devait être un bateau neuf aussi. On avait eu des problèmes et finalement on s'était retrouvé avec un bateau de location d'ancienne génération. Donc voilà, cette année, ça va être une nouvelle découverte du SCO, donc ça c'est cool. Et ouais, par contre, ça fait une année assez chargée, mais voilà, on va pas se plaindre. Je suis plutôt content d'avoir toutes ces opportunités. Et puis voilà, ça fait beaucoup d'apprentissage. Et c'est C'est super. un Pogo S4, hein, vous avec Cédric, c'est ça? Non, alors il louait un Pogo S4 les 2 dernières D'accord, ouais. années. Et là, ses partenaires ont fait construire un Mac D'accord. 5 chez JPS à la Trinité. Donc, un Mac 5, c'est celui de Basile en version améliorée, quoi. Basile, c'est un Mac 4, je crois. Ouais, donc le Exactement. Mac 5, c'est celui que Luc Berry avait sur la dernière route du Rhum, et qui marche plutôt bien, puisque IPSA a gagné la première course des Sables Horta. Donc voilà, hâte d'essayer ça. Très bien. Eh ben, messieurs, merci beaucoup. On vous retrouvera peut-être tous les 3 sur la Jacques Vabre. Eric, on espère ne pas t'y retrouver. Ça veut dire que tu auras trouvé ton budget pour disputer l'Arkea Ultime Challenge Brest qui s'élancera donc le 7 janvier 2024. On vous souhaite en attendant un bon été, une bonne Fastnet, Eric, bon trophée des multicoques, bonne dernière ligne droite pour préparer la solitaire du Figaro, Basile et Guillaume. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un 127e épisode de Pause Report. Merci à tous les 3, bonne journée. Merci Axel, à bientôt. Merci à toi, Axel. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!